Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séance d'information qui présente les principales nouveautés dans les programmes de bourse du FRQ. Je me présente, je suis Mathieu Fortin, je suis le directeur des technologies de l'information et du bureau de projet. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagné de plusieurs programmes dans plusieurs équipes du FRQ pour vous présenter justement les nouveautés dans les programmes de bourse. Je suis bien conscient que la période d'accompagnement des étudiants, des étudiantes, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de travail tout au long de l'été, de l'automne. Vous allez répondre à des questions de la clientèle étudiante. Donc, nous, c'est important qu'on vous fournisse toute l'information nécessaire pour faire cet accompagnement-là. On présente aujourd'hui les principales nouveautés qui seront officiellement sur nos sites web à compter du 9 juillet prochain. Donc, c'est vraiment le 9 juillet que toutes ces informations-là vont être disponibles pour toute la communauté. Mais on voulait vous les présenter en primeur. Donc, l'objectif du webinaire, c'est bien entendu de vous fournir ces informations sur les principales évolutions, mais aussi de pouvoir répondre à vos questions, vous outiller dans l'accompagnement de la clientèle. La présentation aujourd'hui est structurée à partir de thèmes clés, par exemple les nouveautés technologiques, quelques ajustements aux règles, les règles générales communes aussi, le CVFRQ. Et on souhaite que la séance soit le plus utile pour vous. Donc, vous pouvez, au fur et à mesure, poser vos questions, soit dans la question-réponse ou dans le clavardage. Donc, l'équipe pourra y répondre au fur et à mesure. Mais, bien entendu, il y aura une séance de questions à la toute fin où on pourra échanger avec vous. L'enregistrement de la séance d'aujourd'hui va être disponible quelques jours avant le 9 juillet. Donc, le moment où on va faire les annonces de nos règles et de nos formulaires, on va référer à ces enregistrements-là. Donc, je vous enverrai un petit mot là, quand les enregistrements seront édités et disponibles sur notre chaîne YouTube. Sans plus attendre, je vais commencer la présentation. On va commencer justement quelques portions plus générales, puis aller dans les programmes qui sont sectoriels par la suite. Je n'ai pas le choix de vous parler un peu de FRQNet aujourd'hui, parce qu'on est à la deuxième année de la vie de ce projet de transformation du système de gestion des bourses et des subventions du FRQ. Un message que je veux transmettre aujourd'hui, c'est que l'identité numérique qu'on souhaite que notre communauté adopte, c'est vraiment ORCID. Et ORCID comme identifiant unique pour les individus, une prise d'habitude dès aujourd'hui qui va faciliter les utilisations futures. Donc, notre orientation, c'est vraiment l'interopérabilité concrète dans tout l'écosystème de recherche. Donc, l'intégration avec ORCID, ça nous permet de faire des liens avec les DOI sur les octrois, le fameux ROR, donc la gestion des organismes qui est mondialisée, pour pouvoir connecter FRQNet avec les systèmes des universités, des bibliothèques, d'autres partenaires au sein du gouvernement. Que ça, c'est très important pour nous. Quelque chose qui s'en vient quand même au cours des prochaines semaines, peut-être des prochains mois, c'est automatiser des transferts d'informations entre FRQNet et ORCID. Par exemple, on va proposer un texte d'engagement à toutes les personnes qui ont déjà reçu un financement chez nous, comme quoi, du moment qu'ils acceptent un financement FRQ, l'octroi va automatiquement se basculer, va se transférer dans leur profil ORCID. Aujourd'hui, c'est fait à la main par les chercheurs, les étudiants, mais ça va se faire de manière automatique dans un futur assez proche. Et puis, on continue notre stratégie de traçabilité des retombées de la recherche. Donc, la page web sur le site du fonds qui porte sur les DOI, sur les octrois, elle a été bonifiée récemment. Et je souligne au passage la contribution de vos collègues dans les universités, dans les bibliothèques. Donc, on a une communauté de pratique avec les bibliothèques universitaires qui nous ont fourni énormément de bonnes idées, puis on continue de travailler avec eux, afin que lorsqu'on a un étudiant qui reçoit un octroi et qui veut mentionner la contribution financière du fonds, il faut que ce soit facile pour lui. Il va se tourner peut-être vers l'université, mais il peut se tourner vers vous, les agents et agentes de liaison universitaires. Donc, si vous avez des questions à ce propos, faites-moi signe. Je laisse dans la présentation des liens utiles. Tout d'abord, le webinaire que j'ai donné le 29 avril sur la confirmation d'inscription dans la nouvelle plateforme. Aussi, le guide d'utilisation de FRQNet. Il y a aussi le guide d'utilisation de la bourse. Donc, la différence entre les deux, c'est que celui sur FRQNet est un peu plus technique. Celui sur la bourse, il va rejoindre des concepts dans les règles des programmes sur l'utilisation du financement. Puis, bien entendu, notre guide à l'attention des membres de comité d'évaluation. Ce sont des permaliens, au sens où
Même si le document, nous, on le fait évoluer, le lien qu'on vous fournit, lui, il est toujours, bien entendu, à jour. À ce stade-ci, je céderai la parole à ma collègue Sarah, qui va présenter les principaux ajustements aux règles générales communes. Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sarah Bitter, coordonnatrice stratégique pour le Fonds de recherche et je m'occupe de la coordination de la mise à jour des règles générales communes chaque année entre les différentes directions. Donc, Mathieu, tu peux passer à la diapositive suivante. Première chose que je porte à votre attention, donc plus en lien avec les bourses, donc un ajustement terminologique. Ça, c'est vraiment un détail, mais dans toutes les règles générales communes, on s'est assuré de vraiment clarifier la distinction entre un dossier et une demande de financement pour éviter la confusion, notamment dans le cadre du déploiement de la nouvelle plateforme FRQNet 2.0. On voulait aussi porter à votre attention une nouveauté, un processus de disqualification qui est mis en place à partir de cette année. Donc, c'est à l'article 3.2 des règles générales communes que vous voyez cet ajout-là. L'article précise que désormais, le non-respect des normes de présentation des fichiers joints pourrait entraîner une disqualification de la demande de la part à la demande et à la suggestion des comités d'évaluation. Donc ça serait le cas où une demande qui ne respecterait pas les normes de mise en page, si ça crée un déséquilibre au sein de la cohorte, une inéquité, les comités d'évaluation pourraient décider de suggérer la disqualification de la demande au moment de l'évaluation. À la diapositive suivante, je porte à votre attention 2 ajouts en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, ces 2 ajouts qui viennent d'un texte qui a été publié il y a 2 ans, je crois, par le Fonds de recherche du Québec, donc la position sur l'utilisation de l'IA générative dans les processus du FRQ. D'abord, encore à l'article 3.2, on vient ajouter une précision relativement à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les personnes candidates. On reconnaît que les personnes candidates peuvent faire appel aux outils d'intelligence artificielle générative pour la préparation d'une demande de financement. Toutefois, on vient préciser qu'elles sont responsables en dernier ressort du contenu intégral de la demande de financement. Puis du côté des membres de comité d'évaluation, à l'article 4.3, on vient rappeler que les membres de comité ont l'interdiction d'insérer la demande de financement ou même une partie de la demande de financement dans un outil d'intelligence artificielle générative, que celle-ci soit privée ou publique. Donc, quand je parle d'une IA privée, ça serait par exemple une IA institutionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est permis dans les processus d'évaluation du FRQ. À la diapositive suivante, on fait référence à la nouvelle politique d'éthique en recherche qui a donc été adoptée en juin là, par notre conseil d'administration. Donc, la mise en œuvre de la politique, elle est imminente et il y a des ajustements qui ont été apportés à l'article 5.5 sur la recherche responsable. Et là, je vous ai mis un extrait, mais il y a d'autres changements dans l'article qui ont été apportés en lien avec cette nouvelle politique d'éthique en recherche. Et finalement, le dernier point que je voulais porter à votre attention, donc ce n'est pas directement lié aux règles générales communes, mais ça vient des règles générales communes et plutôt de la terminologie qu'on utilise au sein du FRQ. Et l'objectif, c'est vraiment de faciliter le repérage des règles des programmes sur le site web. C'est un commentaire qui revient régulièrement quand on fait des consultations, par exemple le sondage de satisfaction à la clientèle qui est en ligne, en continu. Là, ça revient chaque année. Les personnes candidates ont de la difficulté à trouver des règles de programme, donc on met des choses en œuvre dès cette année. Par exemple, dans l'en-tête des règles des programmes, on vient ajouter la date de lancement du concours et l'année de concours est remplacée par l'année de début d'octroi. Donc là, je vous ai mis un exemple avec le dernier concours de bourse de doctorat, donc la version en ligne en haut, puis le remplacement en dessous. On espère que ces nouvelles indications-là vont aider les personnes candidates et puis peut-être même vous, les établissements, à vous y retrouver dans nos règles de programme qui sont en ligne chaque année. Donc, ça fait le tour pour moi, Mathieu, pour les règles générales communes, des éléments qui touchent vraiment les personnes candidates aux bourses. Il y a plus de choses qui ont été mises à jour, mais qui sont moins pertinentes à nommer aujourd'hui. Un grand merci, Sarah. C'était très, très clair. Merci beaucoup. Le dossier suivant, CV-FRQ, donc notre CV descriptif, je souligne que Sarah est aussi impliquée dans ce dossier-là. On a fait une consultation l'an dernier. On a sondé toutes les personnes qui ont utilisé le CV descriptif au sein du fonds. On avait le programme de bourse postdoctorale, mais aussi on avait des subventions pour la relève professorale, d'autres programmes avec des partenaires en subvention.
Donc, on a envoyé un sondage à toutes les personnes qui nous ont transmis un CV descriptif, mais aussi ceux qui l'ont évalué. On a aussi reçu beaucoup de commentaires des administrations de la recherche. On a fait un bilan de tout, on a compilé toutes les recommandations qui nous ont été données par la communauté. On a discuté avec nos partenaires fédéraux, donc les 3 agences, 3 conseils de recherche fédéraux. Puis, on a mis les principales orientations sur notre site web. Donc, j'ai laissé le lien ici dans la présentation. Je pourrais le déposer aussi dans la discussion. Je tenais à souligner cette nouveauté. Il faut savoir aussi que tous les documents qui concernent le CVFRQ, donc les instructions, les éléments de la page web, il va y avoir des mises à jour importantes qui vont être disponibles à compter du 9 juillet. On ne réinvente pas la roue. Là, on est très collé sur les grands piliers du CV descriptif, mais ce sera à surveiller dans le programme de bourse postdoctorale. En ce qui concerne FRQNet, il y a des améliorations qui s'en viennent dans le formulaire web du CV. Donc, pour ceux et celles qui connaissent un peu la plateforme, dans le menu à gauche, on peut remplir une demande, mais on peut aussi remplir son CV FRQ. Mais la plateforme, elle va continuer d'évoluer de ce côté-ci pour permettre éventuellement de vraiment avoir un CV interopérable. Certains liens, là, par exemple, là, pour insérer des tableaux, éventuellement des liens avec ORCID. Donc, ça, ce sera à surveiller pour la suite des choses. À ce stade-ci, on va aller un peu plus loin dans les ajustements aux règles des programmes. Et puis, je vais céder la parole à ma collègue Pascale Marcoux. Oui, je vais partager mon écran pour que vous puissiez continuer de suivre. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. OK, parfait. Alors, pour la suite de la présentation, ma collègue Viviane Asselin et moi-même, Pascale Marcoux, nous allons vous présenter les principaux ajustements qui ont été faits au programme de bourse de maîtrise et de doctorat et au programme de bourse postdoctorale également. Donc, dans les règles, là, dans les règles de ces programmes, j'imagine que vous êtes déjà rendu compte que c'était des règles qui étaient très volumineuses. Donc, on a décidé que désormais, on allait scinder en 2 documents distincts, ce qui concerne d'une part les règles des programmes, hein, le volet concours, et ce qui concerne d'autre part les règles d'utilisation de la bourse, donc tout ce qui concerne le post-octroi. Concrètement, ça veut dire que les règles du programme, elles seront recentrées sur des éléments qui sont vraiment essentiels au dépôt de la demande, hein, que ce soit les objectifs du programme, tout ce qui concerne les conditions d'admissibilité, la façon de déposer une demande, hein, ce qui doit être indiqué dans les différentes sections du formulaire, l'évaluation de la demande, etc. Et tout ce qui concerne l'utilisation de la bourse, donc, ce sera dans un document autonome à part. On a décidé que ces règles d'utilisation de la bourse seraient logées dans une section du site web où il y aurait également tous les autres documents qui sont utiles concernant le post-octroi, les guides d'utilisation de la bourse hein, qui permettent, comme Mathieu le mentionnait tout à l'heure, les guides techniques qui permettent aux boursiers et boursières de naviguer dans le portail, le portfolio, que ce soit l'ancien ou le nouveau, des formulaires qui pourraient être remplis aussi post-octroi. Donc, tout ça va être réuni pour faciliter les choses pour les boursiers et boursières du FRQ. Également, vous savez sans doute que le FRQ offre des bourses en partenariat depuis quelques années. Et cette année, on ajoute un nouveau ministère à la liste des partenaires possibles, donc le ministère de la Santé et des Services sociaux, le M3S, qui souhaite soutenir des titulaires d'octroi qui mènent des travaux en lien avec toutes les dimensions là, qui peuvent entourer la légalisation du cannabis à des fins non médicales et son usage. Et ce partenariat-là vise vraiment les 3 niveaux de bourses, donc autant les bourses de maîtrise que les bourses doctorales ou post-doctorales. En ce qui concerne les conditions d'admissibilité au programme de bourse, spécifiquement pour les bourses de maîtrise et de doctorat, je dirais qu'il y a peut-être 3 éléments sur lesquels on aimerait porter votre attention. D'abord, première chose,
Je peux peut-être rappeler brièvement les conditions de base là, qui sont énoncées dans ces deux programmes, à savoir donc avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente canadienne d'une part, et détenir une carte de la RAMQ valide. Donc, à partir de maintenant, les personnes candidates qui ne répondent pas à l'une ou à l'autre ou aux deux conditions de base que je viens d'énoncer ne seront plus admissibles à demander ou à utiliser la bourse pour effectuer une formation en co-tutelle avec une université hors du Québec. Donc, autrement dit, seules les personnes qui répondent à ces deux conditions de base-là pourront, à venir jusqu'à maintenant, demander une bourse dans le but d'effectuer une formation en co-tutelle avec une université hors du Québec. Autre élément qui mérite d'être mentionné, ça concerne les personnes qui font un passage direct du baccalauréat au doctorat ou celles qui font un passage accéléré de la maîtrise au doctorat. Dans ces situations-là, ce qu'on demandait auparavant, c'est que les personnes qui se retrouvaient dans cette situation et qui étaient admissibles à demander une bourse de formation à la maîtrise pour financer le début de leur formation, on leur demandait de présenter d'abord une demande de bourse de maîtrise. C'était une obligation. Les personnes dans cette situation-là étaient donc tenues d'opter pour cette stratégie-là. Bien sûr, elles pourront continuer de le faire, et c'est ce qui est le plus avantageux. Et disons que ça ne change pas, mais on n'obligera plus les personnes dans cette situation à commencer en demandant une bourse de maîtrise. Donc, ils ne seront plus tenus de le faire, ce qui fait en sorte que, par exemple, une personne qui fera un passage direct du bac au doc ou qui fera un passage accéléré de la maîtrise au doctorat pourrait décider de ne pas du tout demander de financement à la maîtrise et de demander, dès le début de la formation, une bourse de doctorat, par exemple. Dernière chose qui concerne spécifiquement le programme de doctorat, on mentionnait déjà que pour être considéré comme un programme de doctorat en recherche par le FRQ, le programme devait mener à la rédaction d'une thèse. Donc ça ne change pas, mais on a ajouté une autre exigence, notamment le fait que le programme de doctorat doit mener à l'obtention du grade PhD. Donc c'est une nouvelle exigence qui s'ajoute à celle qui existait déjà. Concernant l'évaluation des demandes de bourse de maîtrise et de doctorat, il n'y a pas de changement aux critères. Par contre, on souhaitait mentionner l'ajout d'un comité d'évaluation à la liste des comités du secteur société-culture spécifiquement. Donc, cette année, il y aura un nouveau comité multidisciplinaire en recherche-création qui va réunir des demandes qui seront exclusivement portées par des personnes qui souhaitent réaliser un projet de recherche-création, que ce soit en littérature, en art visuel, en art de la scène, en musique, en cinéma, etc. Voilà. Donc, je te cède la parole, Viviane. Merci, Pascal. Donc, j'enchaîne avec le postdoctorat. Première modification qui a été apportée, en fait, c'est une clarification concernant la durée de la bourse. C'était précisé, c'est encore précisé dans les règles du programme que la bourse de postdoc peut être d'une durée qui varie entre 6 mois et 2 ans pour un total de 90 000 $. Et dans le formulaire, la personne, elle est encore invitée à préciser la durée de son projet. Là, ce qu'on vient préciser, c'est que en fonction de la durée qu'elle indiquera dans le formulaire, donc ce n'était pas nécessairement clair, mais donc en fonction de la durée qui est inscrite dans le formulaire, le montant de la bourse sera ajusté en conséquence. Donc, la personne a la possibilité de demander jusqu'à 2 ans, mais si elle nous demande 1 an parce que son projet est sur 1 an, elle recevra donc un montant équivalent à 45 000 $.
Donc, voilà pour cette modification. Les suivantes sont liées au CV, donc on en a déjà discuté. Le postdoc figurait parmi les programmes qui ont utilisé le nouveau format donc pour sa première année d'implantation, un CV qui est descriptif. Et donc, au terme de cette première année, il y a une consultation et on a voulu apporter des ajustements en fonction des commentaires que nous avons reçus à la fois des personnes qui ont postulé et de la part du comité. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans les instructions générales du CV, on indique que les règles des programmes peuvent contenir des instructions spécifiques qui viennent s'ajouter aux instructions générales qui sont mentionnées donc dans le CV pour la raison suivante, c'est-à-dire que il peut y avoir certaines spécificités dans des programmes et donc de pouvoir prendre ces spécificités en considération en apportant des précisions dans les règles des programmes. Ça peut permettre de mieux accompagner les personnes qui postulent et donc, en l'occurrence, au postdoc, les ajustements qui ont été apportés pour tenir compte. Non, je suis encore à la diapo qui précède, donc pour tenir compte de la réalité au postdoc et en fait de la plateforme aussi, l'évolution de la plateforme. Et donc, le premier point, le premier ajustement qui a été apporté, c'est on a simplifié la façon de joindre le CV au formulaire de demande. Donc, la seule façon à ce moment-ci de le joindre, c'est de le rédiger en ligne et donc dans le portail FRQNet et de le joindre à sa demande. Donc, une seule option qui est disponible. Deuxième ajustement, en fait, en fait, dans les règles des programmes, on a apporté des précisions sur l'arrimage avec le formulaire de demande. Donc, dans le cadre spécifique du postdoc, on identifie les sections du formulaire qui recoupent des éléments qui sont par ailleurs demandés dans le CV de façon à attirer l'attention des personnes candidates sur les risques de répétition si elles consignent ces informations-là à la fois dans le formulaire et dans le CV. Ce n'est pas utile à l'évaluation, donc on essaie de les sensibiliser à ces risques répétition en identifiant clairement les sections où il y a des risques de redondance. Et enfin, le dernier point, c'est on apporte des précisions sur la mise en forme et la structuration des informations. Donc, c'est un certain enjeu avec un CV qui est descriptif, une forme un peu plus libre. Et donc, on offre des exemples pour sensibiliser les personnes à mettre en évidence les éléments qui sont pertinents à l'évaluation, que ce soit en ayant recours à des sous-sections qui sont identifiées aux critères, en faisant intervenir de courts paragraphes, des listes qui sont descriptives. Donc, on donne quelques exemples comme ça pour les amener à structurer l'information et faciliter la saisie des informations donc pertinentes à l'évaluation pour les comités. Et la dernière diapositive, donc, c'est plus particulièrement lié à la préparation de la demande, donc en lien avec l'évaluation, évidemment. D'une part, on a supprimé la présentation intégrée du parcours dans la liste des documents à joindre. Et en fait, ça vient avec ce meilleur arrimage que l'on souhaite entre le formulaire et le CV, c'est-à-dire qu'il y avait des informations, en fait, qu'on demandait dans la présentation intégrée du parcours, c'était des éléments qu'on pouvait répercuter par ailleurs dans le CV. Donc, on s'est dit autant offrir une seule place pour mettre ces informations et donc les personnes pourront consigner les éléments pertinents au parcours dans le CV. Je précise, comme vous pouvez le voir à l'écran, que ça ne s'applique pas au programme de recherche et création, donc postdoctorat, parce que de toute façon, c'est un document qui n'existait pas de leur côté auparavant. Donc, en ce qui concerne le postdoctorat en recherche et création, il n'y a rien qui change à cet effet.
Même chose, en fait, pour la modification qui suit. Ça ne s'applique pas au postdoctorat en recherche et création. On a ajouté une page au projet de recherche qui passe désormais à 4 pages et une page à la bibliographie, donc qui passe à 2 pages. C'était pour un arrimage plus cohérent avec la proportion des points qui sont accordés. Le projet de recherche vaut pour 50 points et les comités d'évaluation estimaient que comme c'est pour la moitié des points, on manquait de substance pour évaluer de façon plus éclairée et donc c'était une demande des comités d'augmenter en proportion des points qui sont accordés à ce critère en particulier. Et enfin, le dernier point, c'est des précisions qui ont été apportées sur le document de justification et de pertinence du milieu. Donc, on explicite les liens à établir avec les objectifs du programme qui sont d'intégrer de nouveaux réseaux, développer de nouvelles collaborations, acquérir de nouvelles compétences. Donc, c'est lié aux critères d'évaluation du milieu qui est à chaque année un défi. Donc, les personnes candidates ont parfois de la difficulté à savoir comment démontrer la pertinence d'un milieu. Les comités ont de la difficulté à savoir qu'est-ce qu'ils doivent évaluer précisément dans le cadre de ce critère. Donc, de rattacher ce critère plus explicitement aux objectifs du programme va dans ce sens-là, donc pour mieux les éclairer et les accompagner. Donc, voilà, Pascal, je te recède la parole. Oui, merci. Il n'y a pas énormément de modifications aux règles d'utilisation de la bourse, hein, que ce soit les règles dans les programmes de maîtrise, de doctorat ou de bourse postdoctorale. Quelques points que je porte tout de même à votre attention parce qu'ils sont avantageux pour les personnes boursières. Donc, ce sera plus nécessaire dans aucun des niveaux d'avoir obtenu un premier versement de bourse pour demander à se prévaloir du supplément pour congé parental. Donc, il y a évidemment peu de personnes dans ces situations-là, mais on souhaitait aller dans cette direction pour avantager les cas marginaux qu'on a pu voir. Et les personnes qui sont autorisées en vertu des règles à effectuer leur formation à temps partiel, hein, on parle ici de cas là, très spécifiques qui sont mentionnés par rapport à certaines conditions de santé ou des obligations familiales notamment. Donc, ces personnes-là peuvent désormais demander à se prévaloir des versements entiers de leur bourse. Ce n'était pas le cas avant, mais elles pourront désormais le faire, ce qui sera aussi avantageux pour elles. On a aussi apporté des précisions dans les programmes de bourse et de maîtrise et de doctorat spécifiquement par rapport aux règles de cumul, hein, les cumuls avec les bourses des conseils fédéraux. On avait beaucoup de questions, notamment dans les cas de changement de niveau d'études, à quel moment la bourse du FRQ débute ou se termine. Même chose pour la bourse des conseils fédéraux, à quel moment elle se termine ou elle débute. Donc, on a apporté plusieurs précisions en lien avec ça dans les règles pour les deux niveaux. Ici, vous voyez à l'écran en exclusivité les dates de clôture des concours de l'automne. Donc, pour la maîtrise, la date de clôture, ce sera le 1er octobre 2026. Pour le doctorat, 29 septembre. Pour le postdoctorat, le 8 octobre. Et on vous mentionne également la date de clôture du programme de bourse postdoctorale en recherche-création. C'est un programme qui est logé au secteur société-culture uniquement. Et vous voyez ici la date de clôture, 14 octobre 2026, avant 16 heures. Et ça me permet de faire une transition vers la suite de la présentation. On vous a parlé des programmes qui sont communs, hein, harmonisés dans les 3 secteurs, mais il y a évidemment des modifications qui ont été apportées aux règles des programmes de bourse qui sont spécifiques à chacun des secteurs. Et donc, je vais tout de suite céder la parole à mes collègues du secteur Société et Culture. Alors, Estelle Vandram, la parole est à toi. Oui, merci Pascal. Donc, moi, je rebondis sur la transition avant de plonger concrètement dans les autres programmes de bourse du secteur Société Culture. On voulait vous faire part que
étant donné que le FRQ est signataire de DORA et de COARA, ça a pu créer un point de départ d'un chantier stratégique E3R sur l'évolution de l'évaluation de l'excellence en recherche. Et on a voulu mettre cela explicitement dans les règles de programme pour que ce soit reconnu, pour que vous puissiez, que la communauté puisse savoir qu'on est très sensible au niveau de l'évaluation. Donc, on a aussi indiqué que la diversité des savoirs, incluant les savoirs autochtones, était reconnue. Et c'est vraiment important à savoir pour les personnes issues des Premières Nations et des communautés inuites qui pouvaient déjà postuler, bien évidemment, à nos programmes, mais on rend maintenant les réalités plus explicites, on adapte les pratiques pour refléter la diversité des parcours. Donc, on avait mis cette mention en projet pilote sur les programmes de bourse de stage. Ça va être étendu à l'ensemble de nos programmes. Donc, c'est vraiment pour le mentionner. En ce qui concerne les programmes de bourse de stage, on a rajouté aussi la section interruption, ralentissement et autres circonstances particulières pour permettre la reconnaissance des parcours atypiques. Et également, les stages doivent débuter au plus tard au cours des 4 mois suivant la transmission de la demande au lieu de 6 mois. Ensuite, de manière plus spécifique, pour BIR, qui est le programme d'initiation à la recherche au collégial, ou BIR, qui est le programme d'initiation à la recherche au premier cycle. On a rajouté dans les objectifs de BIRC qu'on visait à développer les compétences transversales. Donc, le secteur santé a un programme similaire et on a arrimé notre programme BIRC au leur. Donc, pour nous, c'est important, les compétences transversales qui sont à développer. Également, pour ces deux types de programmes, on ne peut recevoir qu'une seule bourse d'initiation au cours de ces études collégiales ou de premier cycle. Donc, on ne peut pas en redemander, on ne peut pas les cumuler. En ce qui concerne le programme de bourse pour stage en milieu de pratique, nous avons alloué un supplément pour frais de déplacement en région éloignée qui peut aller jusqu'à 2 000 $. Donc, ce sera examiné par le comité. L'option de financer rétroactivement les stages est enlevée et également, dans les milieux de stage admissibles, les conseils de bande et les conseils de village inuit sont maintenant explicitement reconnus comme milieux de stage admissibles. Il pouvait déjà l'être, mais le fait de l'avoir rendu explicite, c'est vraiment pour montrer notre intérêt à recevoir des candidatures des personnes issues des Premières Nations ou de la communauté inuite. On a diversifié les formes de rapport final, donc les formes pour les rapports finaux. Ça peut prendre maintenant différentes formes, vidéo, affiches, guides, outils, spectacles. On les met sur nos réseaux sociaux, on les met sur un site web. Ça vise le transfert de connaissances. Et enfin, le formulaire de la personne qui assure la direction de la recherche, de la personne stagiaire dans le cadre de BSMP, est vraiment indépendant et n'est plus visible par la personne candidate. Auparavant, c'est la personne candidate qui devait le joindre à la demande. Maintenant, il y a vraiment le formulaire de la personne qui assure la direction de la recherche qui est vraiment à part. Je vais laisser la parole à ma collègue Geneviève pour B5. Oui. Merci Estelle. J'ai peu de voix. Viviane viendra à ma rescousse au cas. Je suis Geneviève Godbout, je suis responsable de la programmation en recherche-création qui englobe donc la bourse postdoctorale en recherche-création, mais également le soutien à la relève professorale en recherche-création et les projets individuels ou en équipe, donc du côté des subventions. Alors ici, simplement, c'est un rappel qui a un portfolio de création ici, qui est obligatoire. Je vise l'importance de s'en tenir à une durée de 15 minutes pour la présentation de ce portfolio, puisque, évidemment, les évaluateurs et évaluatrices ont quand même une bonne cohorte à évaluer, donc on s'en tient à ce 15 minutes-là. Et ce qu'il y a de nouveau, en fait, c'est que dans le formulaire, on a vraiment une section dédiée au portfolio qui vous donne, ou qui leur donne plutôt le lien, l'hyperlien pour téléverser le fichier qui rassemble tous les documents qui composent le portfolio de création. Sinon, Viviane l'a mentionné aussi, il n'y a pas de changement au niveau des règles.
De notre côté, en recherche-création, on maintient une présentation du projet en 3 pages, donc on n'a pas augmenté le nombre de pages. On a également le CV descriptif et puis le formulaire qui se poursuit donc dans la nouvelle plateforme. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, je cède la parole à mes collègues pour la présentation. Oui. Alors, bonjour, Stéphanie Aubert, responsable de programme au secteur nature et technologie. Je vais partager mon écran, ça ne semble pas avoir fonctionné. Le voyez-vous? On partage l'écran? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne? Ah, là, ça ne fonctionne Là, ça ne plus. fonctionne plus. Je reviens. Et voilà. Alors, on y est. Voilà. Alors, je suis désolée. Donc, le secteur nature-technologie, on a plusieurs bourses. Donc, on vient de parler de tout ce qui s'appelle programme récurrent que l'on pouvait avoir, mais on a plusieurs aussi programmes à vous offrir. On a les bourses d'excellence pour étudiants étrangers, donc le célèbre PB3E. On va y revenir un petit peu plus tard. Les bourses de formation en partenariat, donc Régie de l'énergie. Les bourses de formation en partenariat Réal d'Écosse, Ouranos. La bourse de formation en partenariat, le Conseil de la recherche forestière du Québec. Ça aussi, je vais y revenir, c'est une nouveauté. Les bourses pour les stages de recherche au niveau collégial. Les bourses de 2e, 3e cycle pour stage en CCTT. Le supplément de bourse au 1er cycle en milieu académique du CRSNG, ce qu'on appelle nous à l'interne le BPCA. Les bourses de recherche Global Link FRQ Mitax. Les bourses de stage Global Link FRQ Mitax. Les bourses Frontenac, le lancement a eu lieu vendredi dernier. Vous aurez de l'information là-dessus sur le prochain infolette qui va paraître jeudi prochain, donc demain. Et la bourse Sophie Germain, j'y reviens aussi. Sophie Germain, c'est un nouveau programme que l'on a à l'interne. Aussi, j'aimerais vous dire que toutes les modifications aux bourses récurrentes, donc ce que Pascal et Viviane nous ont présenté tout à l'heure, en fait, on va les rapporter aussi dans nos bourses en partenariat. Ensuite, donc, je vous parlais de ma bourse Sophie Germain, qui est une nouveauté cette année. En fait, on a eu un petit concours cet hiver, mais Sophie Germain va devenir une de nos bourses récurrentes aussi. Donc, c'est une bourse de mobilité et son objectif est de faciliter la mobilité des personnes de la relève doctorale et postdoctorale qui souhaitent poursuivre des travaux de recherche en France au sein d'organismes et d'institutions de recherche françaises. Et aussi, c'est d'ouvrir des opportunités qui vont permettre de mettre en place de la collaboration de recherche durable entre la France et le Québec, mais aussi avec l'Europe de façon beaucoup plus large. Donc, ce sont des bourses, comme je vous dis, de mobilité. Donc, c'est un seul versement de 3 000 qui est offert conjointement avec le Fonds de recherche du Québec et le Consulat général de France. Et c'est un programme qui va visiter tous les secteurs couverts par les fonds de recherche du Québec et a précisé que le lancement ne sera pas en juillet, mais seulement qu'à l'automne prochain. Autre nouveauté, c'est la bourse du Conseil de la recherche forestière du Québec. L'objectif est de contribuer à assurer la relève étudiante qui œuvre dans les domaines des sciences naturelles, des sciences mathématiques, du génie, des sciences humaines, sociales, des arts et des lettres. Le but aussi, c'est de stimuler l'intérêt de la relève pour la recherche et de soutenir l'excellence en recherche. Donc, on a une bourse de maîtrise à offrir, c'est un montant de 20 000 sur une année, et une bourse de doctorat, donc 25 000 sur 3 années, donc 75 000 en tout. C'est naturellement le partenariat est avec le Conseil de la recherche forestière, le CRFQ, et les objectifs, vous irez voir sur le site Internet, c'est clairement établi dans quel projet les étudiants peuvent s'insérer pour pouvoir déposer une demande pour la bourse du CRFQ. Et je sais que c'était bien entendu parmi plusieurs d'entre vous. Donc, les modifications pour ce qui est de la bourse PB3E, donc le programme de bourse d'excellence pour les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères. Donc,
le but des modifications qu'on a faites cette année, c'est vraiment de s'armer à nos bourses régulières pour vous aider à mieux comprendre vraiment les bourses PB3E et pour nous aider aussi à l'interne ici au FRQ pour la gestion des post-octroi. Donc, le premier grand changement, c'est la période de financement pour le doctorat, donc ce qu'on appelle les V1. Donc, la valeur annuelle de la bourse de doctorat en recherche est de 25 000 ça n'a pas changé, mais la durée totale de la bourse est d'un maximum de 12 versements sur 4 ans. Avant, on avait 3 années de versement à 25 000 et on pouvait demander une prolongation de 12 000. Là, en fait, il y a la possibilité d'avoir 4 années de financement sans avoir à demander de prolongation, donc pour un maximum allouable de 100 000 on a aussi travaillé sur les périodes d'admissibilité. Pour ce qui est de la période de maîtrise, la période d'admissibilité de la maîtrise, donc, on doit toujours avoir un maximum de 3 sessions maximum d'inscrits à temps plein avant le 1er mai 2027. Mais en cas d'octroi, la personne qui dépose une demande peut recevoir un maximum de 6 versements sur une période de 9 sessions. Donc, avant, c'était 6 sessions. Maintenant, c'est 9 sessions. Même chose pour le volet doctorat, donc toujours en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de vouloir se coller sur nos bourses récurrentes. Donc, inscription à un doctorat depuis un maximum de 14 sessions à temps plein avant le 1er mai 2027. Avant, on en avait 9. Et en cas d'octroi, la personne qui dépose une demande peut recevoir un maximum de 12 versements à l'intérieur des 15 sessions d'études au doctorat. Alors voilà, je passe la parole à ma collègue Alida du secteur santé. Merci beaucoup. Moi, c'est Alida Nyovi. Je suis responsable de programme au secteur santé. Donc, je vais partager mon écran. Ça va pas être long. Dites-moi si vous le voyez. Vous voyez mon écran? Parfait. Donc, à la suite de ma collègue Estelle Vandram qui avait parlé tantôt de la bourse d'initiation à la recherche au collégial. Donc, c'est une bourse qui est donc propre à plusieurs secteurs, donc au secteur santé aussi. Il y a eu des réajustements dans le but donc d'arrimer donc un certain nombre de choses. En l'occurrence, le rapport final donc qui peut prendre plusieurs formes, ma collègue l'avait dit, donc ça peut se présenter sous plusieurs formes désormais et on permet aux personnes de livrer ce rapport-là à la fin du stage, mais jusqu'à 1 an après la fin du stage. Donc, leur laisser le temps de pouvoir produire le rapport sous diverses formes. L'autre chose qui change, c'est par rapport à la lettre de présentation, donc qui prend maintenant 2 pages pour laisser donc plus de place aux personnes au parcours atypique pour pouvoir mieux se présenter. Donc, c'est juste ces petites choses-là qui ont été revues, donc vraiment dans un but d'arrimage avec le secteur société-culture. Donc, voilà, c'est ces 2 petites choses-là qu'il y avait à présenter. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous rapporter aux personnes responsables de ces programmes-là. Je vais passer la parole à ma collègue Geneviève Dorion pour la suite de nos diapos. Oui, bonjour. Alors, je suis Geneviève Dorion, responsable de programme au postdoctorat au secteur santé. Je vais présenter les modifications qu'on a apportées aux règles de maîtrise et de postdoc. Il n'y en a pas beaucoup et sont principalement au niveau des programmes professionnels. Donc là, ici, le premier changement, c'est le fait qu'on ouvre la porte au niveau de la maîtrise et du doctorat aux personnes qui sont membres des associations et des fédérations professionnelles et non pas nécessairement d'un ordre professionnel. Donc, on ouvre la porte. Là, on a mis l'exemple des kinésiologues, mais bon, il y a d'autres gens là, qui pratiquent dans des milieux en santé, dans les milieux de pratique, là, et qui n'avaient pas accès à nos programmes et seront désormais admissibles. Et puis, au niveau postdoctoral, Alida, tu peux passer à la prochaine. Alors, on avait le programme de fellowship B10 qui n'existera plus. Il a comme été intégré, si vous voulez, avec le programme de bourse postdoctorale. Donc, les personnes qui ont un diplôme professionnel, qui souhaitent faire des études postdoctorales, on les invite maintenant là, à faire une demande au programme B3.
Donc, ça fait le tour des modifications qu'on avait là, au niveau du secteur santé. Merci. Est-ce que je peux vous demander de projeter celle des grands défis de société? Sinon, je vais le faire, mais ce serait super. Oui, Merci Marie-Pierre, beaucoup. je peux le faire. Merci. Donc, je suis Marie-Pierre Cossette, directrice au Grand Défi de Société, puis je vous présente un petit résumé. C'est un petit peu petit, mais quand même, c'est là. En un coup d'œil, qu'est-ce qui se passe à la direction des grands défis? Comme d'habitude, on va lancer Dialogue, qui est pour la communication scientifique, donc un volet vraiment spécifique pour la relève étudiante. Cette année, on a enlevé la prédemande. On essaye vraiment de rendre ça le plus simple possible parce que faire de la communication scientifique, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps à nous formuler. Donc, on a vraiment voulu alléger ça. Donc, il n'y aura plus de pré-demande. Ça, je pense que tout le monde va se réjouir. Et ça ouvre le 9 juillet, bien sûr, et date limite 14 octobre. Pour ce qui est de la bourse en action climatique, certains d'entre vous ont aidé des gens avec une bourse en action climatique qui est d'un type supplément doctoral. Donc, peu importe qui fait de doctorat, qu'il soit financé ou pas par le fonds de recherche, peut aller chercher un 12 000 et puis, bien, on a enlevé les relevés de notes. Parce qu'en fait, on s'est assuré que les personnes allaient avoir déjà bien entamé leur doctorat. Donc, on dit qu'il faut avoir fait 3 sessions. On n'a pas besoin d'en savoir plus, là. On n'a pas besoin d'avoir le relevé de notes, on n'a pas besoin d'avoir de preuves d'inscription. C'est vraiment le consentement du directeur ou de la directrice de thèse qui va nous aider à nous assurer que tout est correct avec la personne. Donc voilà, c'est aussi allégé pour les bourses en action climatique. Ça, c'est les 2 qui vont être lancés le 9 juillet et les 2 vont atterrir à quelque part en octobre, donc mi-octobre. Puis, je voulais quand même vous dire qu'on a déjà lancé 2 programmes que vous commencez à connaître beaucoup. Donc, scientifique en résidence. Il y a plusieurs résidences disponibles et c'est pour le volet gouvernemental. C'est pas écrit ici. Et la date limite est le 28 juillet. Ça fait quand même un petit bout là, qu'on l'a lancé. On l'a lancé en mai. Et puis la nouveauté, c'est principalement que les gens peuvent postuler à plus qu'une résidence. Par contre, il faut qu'ils nous fassent un justificatif pour chacune des résidences qui vont avoir envie d'appliquer. Et voilà, la lettre de motivation a été changée. Donc, il y a un petit peu de texte qui a été changé. Fait que si jamais vous aidez quelqu'un à faire un scientifique en résidence, peut-être juste regarder avec eux les instructions. Il y a un petit changement. Et les prix Relève Étoile et les prix Publication en français, les 2 s'appliquent pour la relève en recherche. Et puis, on lance toujours en juin, puis on fait atterrir au mois d'août. Donc, faut bien le saisir avant de partir en vacances. Soit on met tout de suite une candidature ou bien il faut être vigilant qu'au mois d'août, il faut vraiment faire notre dépôt. Donc, peut-être déjà, si jamais vous avez l'opportunité de sensibiliser les gens, c'est un prix qui peut paraître très bien sur un CV. On est maintenant avec un seul formulaire parce qu'on a entré dans la nouvelle plateforme. Fait que ça, c'est super intéressant. Et puis, bien, on vous laisse regarder. Il n'y a pas vraiment beaucoup de modifications. Par contre, le prix publication en français avait un CV abrégé qu'on s'est rendu compte que c'était exclusivement pour de l'admissibilité. Donc, on a enlevé ça, puis c'est vraiment, on s'occupe de l'admissibilité autrement dans le formulaire. Et puis, je mets aussi le fait qu'à venir, notre programme de création d'entreprises scientifiques et innovantes, ça va revenir, lancement prévu en automne 2026. Et j'ai aussi mis une actualité de diversification de carrière avec laquelle mes collègues, on avait travaillé un peu. Donc, tout ce qui est diversification de carrière, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. En fait, ça vous résume tout ce qui est autre que dans le parcours académique. Si jamais vous voulez dire aux personnes que vous soutenez, que vous avez accompagné de suivre ces programmes-là qui sont au fur et à mesure de l'année déployés, mais il y a un seul endroit maintenant qui les décrit puis qui met une liste. Donc, on a essayé de faire ça pour vous cette année. Donc, ça fait le tour de la direction des grands défis pour les bourses. Excellent. Excellent. Merci Marie-Pierre, merci aussi à tous les autres collègues qui ont présenté des contenus aujourd'hui.